Elle a toujours su que le silence pouvait être une forme d'art, et que parler trop tôt, c'était se trahir. Vanessa Paradis n'a jamais été de celles qui expliquent leur carrière comme on déroule une chronologie. Chez elle, tout passe par une retenue presque instinctive, une façon de se tenir à distance, justement. Distance avec le bruit, avec les interprétations, avec les récits qu'on fabrique à sa place. Cette distance, le monde la décrit comme un fil rouge, une maîtrise, parfois un réflexe de protection, acquis au prix d'une surexposition précoce. Et puis, il y a Audrey Tautou. Deux prénoms qui appartiennent au même imaginaire français. La chanson, le cinéma, Paris, l'élégance, une certaine idée de la féminité à la française, mais deux manières d'y entrer. Audrey Tautou, c'est un visage devenu mondialement associé à Amélie Poulain, à l'innocence stylisée, à la précision presque graphique d'un personnage qui a marqué une époque. Vanessa Paradis, elle, a traversé les décennies comme une présence plus insaisissable. Populaire, oui, mais toujours en décalage avec l'étiquette qu'on voudrait lui coller. Ce qui relie ces deux trajectoires, ce n'est pas une rivalité publique, ce n'est pas un clash. C'est quelque chose de plus subtil, presque plus intime. Un rendez-vous artistique manqué et ce qu'il raconte de deux tempéraments. Car pendant longtemps, une phrase a circulé comme un murmure dans le milieu. Vanessa aurait pu être Amélie. Et ce n'était pas une légende. En avril 2023, elle explique enfin pourquoi elle a refusé ce rôle proposé par Jean-Pierre Jeunet, rôle qui ira ensuite à Audrey Tautou. Dans cette bascule, il y a bien plus qu'un casting. Il y a une divergence de rapport au cinéma, au fantasme, à l'exposition. Une distance créative qui, sans qu'elle n'ait besoin de se connaître intimement, les place sur deux lignes parallèles. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'à 52 ans, on ne parle plus pour se justifier. On parle pour remettre du sens là où pendant des années, on a laissé les autres écrire l'histoire. Parce que Vanessa Paradis est à un moment où sa parole publique se fait rare, encadrée, presque millimétrée. Vanessa ne parle pas de sa vie privée, rappelle-t-on encore autour d'elle. Et pourtant, au détour d'entretiens plus récents, on la sent prête à ouvrir une porte. Non pas sur l'intime, mais sur ce qui, dans l'art, crée des fractures invisibles. Ce soir, une question flotte. Ce refus était-il un simple choix de carrière ou le premier geste d'une séparation artistique avec celle qui deviendrait, à sa place, un symbole mondial? Mais alors, que s'est-il réellement joué à l'instant précis où Vanessa a dit non? Et surtout, comment Audrey Tautou a-t-elle vécu le fait d'hériter d'un rôle déjà fantasmé pour une autre? Enfin, si elles se sont croisées, si elles se sont vues notamment dans le même cercle de grandes maisons, de dîners, d'images, qu'est-ce qui, malgré tout, les a maintenues à distance? C'est au moment où Vanessa Paradis choisit de se retirer qu'une autre trajectoire, plus jeune, plus neuve, vient toucher la sienne sans bruit, sans affrontement, presque sans qu'elles aient besoin de se parler. On appelle cela une rencontre, dans un milieu où les destins se croisent parfois à travers un scénario, une proposition, une hésitation. À la fin des années 1990, Vanessa Paradis n'est pas une débutante qu'on teste. Elle a déjà connu le succès très tôt. Elle a déjà tourné, chanté, traversé des périodes où la vie publique prend toute la place. Et justement, c'est là que se forme son réflexe le plus constant, reprendre de l'air. Quand Jean-Pierre Jeunet la sollicite pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain, l'offre est réelle, directe. Et ce qui frappe dans ce qu'elle dira plus tard, ce n'est pas le ton de l'actrice qui se protège, mais celui d'une femme qui fait un choix de gravité. J'avais envie qu'on soit ensemble. J'avais une petite qui avait 6 mois. Je n'avais pas envie d'être séparée. Elle précise aussi le contexte, l'envie de rester trois, de garder la cellule serrée, au moment où sa vie personnelle et son travail d'artiste se chevauchent. Ce n'est pas une anecdote, c'est une ligne de conduite. Mais alors, dans cette place laissée libre volontairement, calmement, arrive Audrey Tautou. Audrey n'est pas encore l'icône internationale que le film fera d'elle. Elle est une actrice qu'on regarde, qu'on éprouve, qu'on filme en essai. Et là, l'histoire devient presque cinématographique à l'intérieur du cinéma. On peut encore voir des traces de ce moment où le personnage s'imprime dans un corps. Des médias français ont diffusé et commenté la vidéo d'audition de Tautou, montrant comment, dès les premiers essais, la magie opère et comment le rôle semble s'assembler autour d'elle. À ce stade, la rencontre entre Vanessa et Audrey est invisible, mais totale. C'est un passage de relais qui n'a pas été orchestré pour créer une opposition et qui pourtant fabrique une comparaison automatique.
La presse et le public font ce qu'ils font toujours. Ils imaginent l'autre version, le film qui n'existe pas, la silhouette alternative derrière une œuvre devenue culte. Vanessa, elle, refuse précisément cette mécanique. Quand elle en parle des années plus tard, elle ne se positionne pas contre Audrey. Au contraire, elle verrouille une éthique. Les rôles appartiennent à celles et ceux qui les ont interprétés, dit-elle, avant d'ajouter qu'Audrey Tautou est absolument divine en Amélie. C'est important. La distance créative commence là. Vanessa affirme que son imaginaire à elle n'a pas à coloniser le film des autres. Elle reconnaît le résultat. Elle dégonfle d'un mot tout fantasme de rivalité. Et pourtant, la vie parisienne, elle, finit par rapprocher les visages. Le 3 mai 2013, Palais de Tokyo, Paris. Une soirée d'ouverture autour de l'exposition numéro 5, Culture Chanel. Les photographies existent. Elles documentent ce moment précis où Audrey Tautou et Vanessa Paradis apparaissent au même photocall, dans le même événement, sous le même label, dans la même mythologie de la maison. La presse mode rapporte ce dîner et ce rassemblement autour de l'exposition où l'on retrouve les égéries et proches de Chanel dont elles font partie. Ce n'est pas une scène de film, ce n'est pas une confession chuchotée, c'est plus froid, plus réel. Deux carrières qui se croisent dans un cadre de représentation, là où tout est image, posture, contrôle. Et paradoxalement, c'est là que la distance se voit le mieux. Même espace, même époque, mais deux manières d'habiter la célébrité. Audrey, associée à un personnage devenu mondial. Vanessa, associée à une liberté parfois incomprise de dire non, de décaler, de s'absenter. La rencontre, au fond, n'est pas un dialogue. C'est un miroir. Elles n'ont pas vécu la gloire de la même manière, mais elles en ont, toutes les deux, payé le prix. Celui d'être regardées comme des symboles, avant d'être entendues comme des artistes. Pour Audrey Tautou, l'ascension est fulgurante et presque scénarisée par le cinéma français lui-même. En 2000, elle reçoit le César du meilleur jeune espoir féminin pour Vénus Beauté, Institut. Dans un métier où l'on survit souvent par paliers, ce prix agit comme un accélérateur. Il dit au public « retenez ce visage » et il dit au producteur « vous pouvez miser ». Un an plus tard, le fabuleux destin d'Amélie Poulain devient un phénomène. Et soudain, Audrey ne porte plus seulement un rôle, elle porte un imaginaire collectif. Elle devient pour une partie du monde l'expression même d'un certain Paris, tendre, stylisé, exportable. Mais alors, que reste-t-il de l'actrice quand le personnage prend toute la place? Ce qui suit, c'est une décennie où sa filmographie s'internationalise, où son nom circule entre le cinéma d'auteur et les productions plus larges. Et surtout, elle entre dans une catégorie très particulière, celle des actrices françaises dont la notoriété n'est plus seulement nationale, mais mondiale. Cette mondialisation de l'image crée une tension. Plus on vous voit, moins on vous connaît. Plus on vous associe à une icône, plus il devient difficile d'être multiple. Vanessa Paradis, de son côté, n'a pas besoin d'exploser. Elle est déjà là depuis longtemps. Dès 1990, elle est reconnue au cinéma avec le César du meilleur espoir féminin pour Noces blanches. Elle n'a que 17 ans. Ce détail compte parce qu'il explique la suite. Vanessa a appris très tôt que la célébrité n'est pas un sommet, mais une pression continue. Elle n'ira donc pas chercher la lumière. Elle apprendra à la gérer, à la contourner, à la doser. Et c'est précisément dans ces années-là que sa gloire prend une forme plus artistique que médiatique. Un retour à la musique comme territoire de contrôle. 2007 marque un tournant majeur avec Divini Deal, album co-réalisé avec Mathieu Chédid, porté par un succès public massif. L'album se classe numéro 1 et se vend très fortement en France, autour de 600 000 exemplaires selon les synthèses de référence. Puis viennent les récompenses. Divini Deal décroche notamment la victoire de la musique de l'album de l'année 2008. La tournée qui suit devient un autre récit. Une artiste qui sur scène revendique une énergie vivante, organique, presque opposée à l'image figée qu'on lui colle parfois. La presse musicale de l'époque parle d'un retour au succès et d'une collaboration couronnée de succès avec M. Pourtant, c'est là que leurs années de gloire se répondent sans se confondre. Chez Audrey, la gloire est très cinématographique. Elle passe par des affiches, des festivals, des attentes, des rôles qui engagent une image globale. Chez Vanessa, la gloire est plus composite. Elle circule entre musique, cinéma, mode et surtout entre présence et retrait. Elle a la possibilité, et parfois le luxe, de ne pas être partout. Là où Audrey semble porter une époque, Vanessa choisit souvent de s'en extraire, comme si l'élan créatif exigeait une chambre d'écho plus calme. Et au centre de tout cela,
il y a une ironie silencieuse. Jean-Pierre Jeunet, l'homme du film qui a fait basculer Audrey dans le mythe, est aussi celui qui, des années plus tard, dirigera Audrey dans une campagne de publicité iconique pour Chanel numéro 5. Le même regard, le même metteur en scène, mais une autre scène, une autre industrie, un autre langage. Pour Audrey, c'est une consécration de plus. Elle devient non seulement un visage de cinéma, mais un visage de légende. Vanessa, elle, connaît déjà depuis longtemps cette grammaire des images. Elle a appris à survivre au fait d'être une figure. Mais ce qu'elle protège, dans ces années de gloire, ce n'est pas une réputation. C'est une liberté de ton, un droit à la variation, un droit au non. Et c'est ici que la distance créative avec Audrey se creuse, sans drame. Deux manières de traverser la même époque. L'une en l'incarnant jusqu'à devenir un symbole, l'autre en la traversant à sa façon, en refusant de s'y laisser enfermer. Mais alors, à quel moment une distance créative cesse d'être un choix intime pour devenir, aux yeux des autres, un signe à interpréter? Dans le récit public, les fissures ne naissent pas toujours d'une dispute. Souvent, elles viennent d'un malentendu, d'une phrase mal reprise, d'un refus présenté comme une stratégie, d'une décision personnelle transformée en symbole. Et, dans le cas de Vanessa Paradis et d'Audrey Tautou, la fissure la plus tenace n'est pas entre deux femmes qui se détesteraient. Elle est entre deux façons d'exister artistiquement et la manière dont l'époque, elle, exige des histoires simples. Vanessa dit non à Amélie. Un non qui, de l'intérieur, est d'abord une réponse de mère, de compagne, de femme qui ne veut pas s'absenter. Mais, de l'extérieur, ce non devient une énigme, une question qui colle. Pourquoi refuser un film ? Pourquoi refuser ce qui va devenir un mythe ? Et cette énigme, l'industrie la remplit comme elle peut. Pourtant, à l'instant où Audrey Tautou apparaît dans le rôle, un autre mécanisme s'enclenche, la comparaison automatique. Non pas parce que Vanessa et Audrey se comparent, mais parce que le public adore les versions alternatives. Et si elle l'avait fait ? Et si elle avait été Amélie ? À force de répéter cette hypothèse, on finit par fabriquer une rivalité fictive. Une rivalité sans phrase, sans échange, sans preuve. Juste une projection collective. Ce soir-là, dans certains dîners de la mode, dans certains événements où les visages deviennent des icônes avant même d'être des personnes, la rencontre prend une forme étrange. Elles peuvent se tenir à quelques mètres, dans le même cadre, et pourtant rester séparées par deux systèmes de représentation. Audrey, identifiée à un personnage qui a pris le monde. Vanessa, identifiée à un style, à une voix, à un mystère qu'elle entretient autant qu'elle le subit. Et là, une fissure se crée. Non pas entre elles, mais entre elles et ce que l'on attend d'elles. Audrey Tautou, après l'explosion Amélie, se retrouve prisonnière d'un paradoxe violent. Plus elle est célèbre, plus on lui demande d'être Amélie. Pas forcément le rôle, mais l'énergie, l'innocence, la douceur, la fantaisie. Or, une actrice ne peut pas vivre éternellement dans un même costume intérieur. Chaque fois qu'elle tente un pas de côté, on lui renvoie, parfois avec tendresse, mais souvent avec rigidité. Ce n'est pas elle. La fissure, ici, c'est la fracture entre le corps réel et l'image publique. Vanessa, elle, connaît l'autre versant de la même faille. Ce n'est pas l'enfermement dans un personnage, c'est l'enfermement dans un profil. La muse, l'égérie, la chanteuse délicate, la femme qui dit peu. On la veut dans une certaine douceur, dans une certaine pudeur, dans une certaine économie de mots. Et quand elle choisit justement de garder le silence ou de répondre à côté, on lui attribue une posture calculée. Comme si la retenue ne pouvait pas être sincère. Mais alors, comment parler quand chaque mot devient une matière exploitable? C'est ici que la distance créative se transforme en tension. Non pas une tension entre Vanessa et Audrey, mais une tension entre leur liberté et la machine qui raconte à leur place. À chaque carrefour, elles doivent arbitrer, accepter d'entrer dans une narration prête à consommer ou résister, au risque de paraître froide, inaccessible, difficile. Et il y a dans cette période une autre fissure, plus sourde, celle du regard féminin dans une industrie qui adore opposer les femmes. Deux actrices, deux icônes, et aussitôt l'idée d'un duel. Comme si la réussite de l'une devait forcément signifier l'effacement de l'autre. Comme si l'espace était trop petit. Comme si l'histoire ne pouvait pas être plus complexe. Pourtant, la complexité est là, dans les nuances. Vanessa ne nie pas l'importance d'Amélie.
Elle refuse simplement de se laisser hanter par le film qu'elle n'a pas fait. Audrey, de son côté, ne revendique pas un trophée. Elle porte un succès qui peut aussi peser comme un destin imposé. Et pendant que le public rêve d'une scène où elles se diraient tout, la réalité est beaucoup plus froide. Elles vivent chacune leur propre combat intérieur, à distance. Ce soir-là, la fissure devient perceptible dans un détail. L'époque commence à demander des confessions, des explications, des vérités livrées au bon moment, sur le bon plateau. Or, Vanessa se méfie de la confession comme format. Audrey se méfie de l'exposition comme piège. Elle résiste. Et cette résistance, paradoxalement, fabrique encore plus de fantasmes. Alors la question n'est plus seulement « pourquoi Vanessa a refusé ?». La question devient « qu'est-ce que ce refus a déclenché en chaîne dans leur vie d'artiste ?» Et surtout, jusqu'où une simple décision, intime, peut-elle provoquer une crise silencieuse, une crise faite d'images, d'attentes, de rôles qu'on n'a pas choisis. La crise, dans ce genre d'histoire, n'arrive pas comme un coup de tonnerre spectaculaire. Elle s'installe, elle serre la gorge, et surtout, elle oblige à choisir, parler ou se taire. Pour Audrey Tautou, la rupture ne ressemble pas à un scandale, elle ressemble à une fatigue intérieure, presque une sidération face à l'ampleur de ce qui lui tombe dessus après Amélie. Des années plus tard, Jean-Pierre Jeunet le dira sans détour. Le succès mondial l'a rendue malheureuse, au point qu'elle a envisagé d'arrêter parce que la célébrité l'a privée d'une chose très simple, l'anonymat. Mais alors, comment continue-t-on à jouer quand on a l'impression d'être devenu un visage public avant d'être une personne ? Cette idée de fuite, cette envie de disparaître, circule dans la presse dès le début des années 2010. On parle d'une actrice qui planifierait de quitter le métier, comme si la sortie devenait la seule manière de reprendre la main. Et pourtant, quand on interroge, Audrey nuance, dément le fantasme du retrait définitif, insiste sur la passion du travail, tout en reconnaissant qu'elle a d'autres intérêts, d'autres espaces où elle respire. C'est ça la crise. Pas une décision nette, mais un tiraillement permanent. Le cinéma comme désir et la notoriété comme contrainte. Dans une interview, elle formule une peur très française, très concrète. La célébrité n'attire pas, elle inquiète. Elle dit qu'elle l'a fait peur, plus qu'elle ne l'a séduit. Et ce n'est pas une coquetterie, c'est une confession de survie. Quand l'image vous précède partout, le moindre geste devient un message, le moindre silence devient une interprétation. Pendant ce temps-là, chez Vanessa Paradis, une autre tempête se lève, plus intime, plus familiale, mais tout aussi structurante. Le 19 juin 2012, la séparation d'avec Johnny Depp est officialisée par un communiqué. Séparation à l'amiable. Demande explicite de respect de la vie privée et surtout de celle des enfants. Dans la presse, l'événement est traité comme une nouvelle people. Dans la vie d'une femme, c'est autre chose. C'est une réorganisation totale, une redéfinition de la maison, une façon de protéger ce qui reste stable quand le monde extérieur commente. Pourtant, ce qui frappe, quand on relit cette période à la lumière d'aujourd'hui, c'est la cohérence de Vanessa. La même logique qui l'avait poussée à refuser un film pour ne pas être séparée de sa famille se retrouve 10 ans plus tard dans la manière dont elle réclame le silence autour de sa vie privée. La même priorité, préserver une zone qui n'appartient pas au public. Et là, une fissure devient une rupture. Parce qu'à partir de 2012, la machine médiatique recalcule tout, les absences, les refus, les choix. Le non à Amélie cesse d'être seulement un geste personnel. Il devient, dans certains récits, la preuve d'un tempérament. Vanessa serait celle qui s'éloigne, qui se soustrait, qui refuse les rôles trop dévorants. Audrey, à l'inverse, serait celle qui a accepté et qui a dû ensuite survivre à l'onde de choc. Mais alors, qui a gagné dans cette histoire ? Personne. Ou plutôt, chacune a payé à sa manière. Car la crise ici n'est pas une rivalité entre deux femmes, c'est une crise de l'image, une crise du récit imposé. Audrey se débat avec une célébrité qui l'écrase. Vanessa se débat avec un silence que l'on interprète comme une stratégie. Ce soir-là, au cœur des années 2012 à 2013, on comprend que la distance créative n'est pas seulement une nuance artistique, c'est un mécanisme de protection. Audrey apprend à tenir face au regard mondial. Vanessa apprend à tenir face aux commentaires permanents et à la nécessité d'offrir une enfance la plus normale possible. Des souvenirs rapportés plus récemment sur cette période insistent d'ailleurs sur ce choix de discrétion,
de retrait volontaire loin d'Hollywood pour protéger la vie familiale. Et c'est ainsi que naît la véritable rupture, non pas entre elles, mais entre ce qu'elles sont et ce qu'on exige d'elles. Après la tempête, il ne reste pas une victoire, il reste un rythme à retrouver, une manière de se remettre au travail sans se trahir, de continuer sans se perdre, de reprendre la parole ou de la retenir avec une précision nouvelle. Pour Audrey Tautou, l'après ressemble à un déplacement, pas un reniement, un déplacement. On la voit encore, bien sûr, mais moins. Et cette raréfaction, dans un milieu qui confond souvent présence et existence, devient immédiatement un sujet. Depuis 2016, disent certains portraits, Audrey se fait plus discrète, recentrée sur des projets personnels, comme si elle avait choisi de reprendre la maîtrise d'un espace intérieur. Pourtant, elle refuse le récit facile de la retraite. Dans un entretien, elle répond sans détour à l'idée qu'elle aurait arrêté. Non, elle n'a jamais dit qu'elle s'arrêtait, parce que on n'arrête jamais d'être actrice. Mais alors, si elle ne quitte pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de terrain. Elle quitte la ligne de front, celle où chaque film devient un verdict public, pour un territoire plus silencieux, plus contrôlé. L'image, mais cette fois derrière l'objectif. Une décision qui n'a rien d'un caprice, c'est la continuation logique d'une artiste marquée par la célébrité, par le regard des autres, par la fatigue d'être un visage avant d'être une personne. Ce soir-là, ce qu'elle laisse au cinéma, ce n'est pas le plaisir de jouer. C'est peut-être l'obligation de se livrer au grand récit médiatique. Son dernier grand repère filmographique pour beaucoup reste Éternité, sorti en France le 7 septembre 2016. Film de Tren Han Hung, où elle partage l'affiche avec Mélanie Laurent et Bérénice Bejo. Un film où l'on raconte des vies, des générations, des silences. Comme si Audrey avait déjà une affinité naturelle avec les histoires qui ne crient pas. Et puis, presque en secret, elle construit autre chose, Superfacial. Un livre, d'abord. Un projet photographique personnel présenté comme un travail développé en parallèle de sa carrière de comédienne. Publié chez Fisheye en 2024, Superfacial devient une manière de reprendre l'ascendant sur son propre visage, sur ce que les autres ont cru y lire pendant 20 ans. Et en 2025, l'exposition prend corps, à Paris, au Quai de la Photo, comme une sortie maîtrisée, non pas Audrey Tautou, l'actrice, mais Audrey Tautou, l'autrice d'images, qui montre ce qu'elle choisit de montrer, et seulement cela. Pendant ce temps, Vanessa Paradis vit un autre après, plus public paradoxalement, parce que la musique implique de revenir au contact du monde, mais pas n'importe comment. En 2013, elle revient avec Love Songs, un double album entièrement arrangé et réalisé par Benjamin Biolay. Ce n'est pas juste un album de plus, c'est une manière de remettre de l'ordre dans le chaos. Après la séparation officialisée en 2012, elle ne répond pas par des confessions, elle répond par des chansons. Elle accepte que l'émotion existe, mais elle la fait passer par une forme. C'est sa manière à elle d'être sincère, sans être livrée. Pourtant, la tempête ne s'efface pas en un disque. Il faut du temps. Et Vanessa prend ce temps. Elle revient en 2018 avec Les Sources, album enregistré à Los Angeles, réalisé par Paul Buckler, The Bees, publié le 16 novembre 2018. Là encore, on retrouve la même logique. Se reconstruire par la création, mais en gardant une frontière. Elle écrit et compose avec un cercle choisi. Samuel Benchetri, Fabio Viscogliosi, Adrien Gallo, comme on choisit des alliés dans une période où l'on veut éviter la surexposition. Et au cinéma, elle continue aussi, autrement, en choisissant des projets qui ne cherchent pas à la définir. En 2018, elle tient le rôle principal d'un Couteau dans le cœur, film de Yann Gonzalez. Un choix de cinéma audacieux, nocturne, à contre-courant de l'image lisse. Comme si, après la tempête, elle s'autorisait enfin des zones plus risquées, plus libres. Mais alors, où cela mène-t-il, des années après? En 2025, Vanessa revient encore à la musique, avec Le Retour des Beaux Jours, annoncé comme un album co-créé avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot, avec une sortie fixée au 10 octobre 2025. Et déjà, un autre signe apparaît, la scène. Une tournée annoncée à partir de mars 2026, avec des dates parisiennes au Zénith en mai 2026, preuve que l'après n'est plus une survie, mais un retour assumé. Ainsi, après la tempête, Audrey et Vanessa se retrouvent au même endroit sans s'y rejoindre, dans la maîtrise. L'une par le retrait et la photographie, l'autre par le retour et la musique. Deux stratégies, une même exigence.
ne plus laisser les autres raconter à leur place. Elle ne brise pas le silence pour créer un événement. Elle le brise parce qu'à un certain âge, on ne veut plus laisser les autres raconter à sa place. À 52 ans, Vanessa Paradis parle enfin de ce point précis, presque microscopique, qui a pourtant fabriqué une légende parallèle dans le cinéma français. Le rôle d'Amélie, proposé puis refusé. Et à travers ce refus, cette fameuse distance créative que tant de gens ont fantasmée avec Audrey Tautou. Mais ce qu'elle révèle ce jour-là, ce n'est pas une rivalité, c'est une frontière. Dans l'émission Beau Geste sur France 2, face à Pierre Lescure, Vanessa choisit d'abord ses mots comme on choisit une porte qu'on ouvre lentement. Elle dit « C'est un petit peu délicat de dire que j'ai refusé. » Puis, immédiatement, elle casse le roman qu'on aurait voulu écrire. Après, les rôles appartiennent à celles et à ceux qui les ont interprétés. Et elle ajoute, sans détour, presque avec un soulagement, « Audrey Tautou est absolument divine dans le rôle. » Ce moment est essentiel. Parce qu'il inverse la perspective. Pendant des années, on a parlé d'un rôle perdu, d'un film manqué, comme si l'histoire devait se construire sur le regret. Vanessa, elle, pose une règle morale. Le film n'est pas un territoire qu'on se dispute. Le film est un territoire habité. Et Amélie appartient à Audrey parce qu'Audrey l'a incarné. Mais alors, pourquoi en parler maintenant, si ce n'est pas pour raviver une vieille hypothèse? Parce que la révélation n'est pas « j'aurais pu être Amélie ». La révélation, c'est « je savais exactement ce que je choisissais ». Elle précise qu'elle aimait le scénario, qu'elle voulait travailler avec Jeunet. Puis elle lâche la phrase la plus simple, la plus irréfutable. Elle venait d'avoir sa fille, elle avait commencé à écrire pour son album, et elle ne voulait pas être séparée. J'avais envie qu'on soit ensemble. J'avais une petite qui avait 6 mois. Je n'avais pas envie d'être séparée. Et là, elle va plus loin, plus grave, plus intime, sans élever la voix. C'était une raison de vie. La vie, c'est plus important qu'un film. Dans le milieu, on parle souvent de choix de carrière. Vanessa, elle, parle de raison de vie. Ce n'est pas le même langage, ce n'est pas le même monde. Ce soir-là, on comprend que la distance créative n'est pas un jugement esthétique sur Audrey Tautou. C'est une manière de hiérarchiser, de dire « il y a des moments où l'artiste ne doit pas gagner contre la femme, où l'image ne doit pas gagner contre la famille, où le mythe ne doit pas gagner contre le réel ». Pourtant, cette révélation ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une cohérence ancienne. Vanessa a souvent expliqué qu'en musique, elle est proactive, alors qu'au cinéma, elle attend qu'on l'appelle, qu'on lui propose des choses magiques. Autrement dit, elle ne court pas après l'affiche. Elle protège un désir, elle protège un élan, et parfois, elle protège l'absence. Dans un portrait plus récent, Le Monde décrit une femme sur ses gardes, marquée par la violence de la surexposition précoce, exigeant des questions précises, donnant des réponses concises et tenant une ligne, garder la main sur son image, imposer une distance. Alors la révélation devient double. La première, celle que tout le monde reprend, elle a refusé Amélie pour sa vie. La seconde, plus silencieuse, presque plus forte, elle refuse aussi l'idée même d'un récit concurrent. Elle refuse d'être l'autre version. Elle refuse la comparaison comme piège. Et c'est précisément là que se loge cette distance créative, dans le refus de transformer une œuvre en champ de regret et une autre femme en adversaire. Elle ne dit pas « j'ai perdu quelque chose », elle dit en creux « j'ai choisi de ne pas être prise ». Elle n'a pas rattrapé un rôle, elle a rattrapé une vérité, la sienne. Dans cette histoire, il aurait été facile de chercher une morale, de conclure que l'une a gagné et l'autre a perdu, de transformer un refus en faute ou un succès en réparation. Mais la réalité, quand on la regarde sans roman, est plus discrète, plus humaine, et peut-être plus française, une histoire de nuances, de retenue, de trajectoires parallèles qui se frôlent sans se heurter. Vanessa Paradis, à 52 ans, n'a pas prononcé une confession spectaculaire. Elle n'a pas livré une révélation pour faire la une. Elle a posé une limite, simplement, presque poliment. Le cinéma est important, mais il ne peut pas tout. Et surtout, il ne doit pas dévorer la vie. Ce qu'elle a rétabli, c'est un ordre des priorités. Dans un milieu où l'on vous apprend à croire que chaque occasion est unique, que chaque film est un train qu'on ne doit pas rater, elle rappelle quelque chose de presque archaïque. Il y a des moments où le vrai courage est de rester, pas de partir. Et cela change tout, parce que ce geste, qui paraissait petit au moment où il a été fait, prend avec le recul la forme d'un manifeste. Mais alors, qu'a-t-on vraiment appris sur Audrey Tautou
dans cette histoire où son nom apparaissait comme un point de comparaison. On a appris qu'elle a été, malgré elle, l'écran sur lequel les autres projetaient une version alternative de Vanessa. Que son triomphe a parfois été raconté comme un héritage, comme si l'on avait besoin d'une perdante pour faire briller une gagnante. Or, Audrey n'a rien pris, elle a joué, elle a porté, elle a construit une figure devenue mythique, au point que cette figure a pu, elle aussi, devenir une charge. Et son propre rapport à la célébrité a souvent été décrit comme prudent, inquiet, parfois à distance non pas par dédain, mais par nécessité. Le public adore les duels. Les artistes, eux, vivent dans des contradictions. Et c'est peut-être cela la leçon la plus nette. La distance créative n'est pas une séparation entre deux femmes. C'est un espace entre l'artiste et l'image, entre ce que l'on fait et ce que l'on devient pour les autres. Vanessa et Audrey ont, chacune à leur façon, tenté de reprendre la main sur ce décalage. Vanessa l'a fait en affirmant une règle. Un rôle appartient à celle qui l'a joué. Elle l'a fait en refusant le regret comme spectacle. Elle l'a fait en disant finalement qu'un film, même culte, ne doit pas tout gouverner. Et plus le monde est obsédé par les grandes décisions, plus ce type de phrase a du poids, parce qu'elle refuse la tyrannie de l'événement. Audrey, elle, l'a fait autrement, par la discrétion, par la raréfaction, par le choix d'exister moins dans la narration médiatique et davantage dans un travail qui ne demande pas d'être commenté en permanence. Elle incarne une autre idée de la liberté, celle de ne pas se donner à l'industrie du récit, de ne pas nourrir l'attente, de vivre hors champ. Pourtant, ce que le public retient, ce sont souvent les images. L'image d'Amélie, évidemment ce visage qui a fait le tour du monde, et l'image de Vanessa, plus flottante, plus mouvante, une voix, une élégance, une présence qui revient puis s'efface, comme si elle refusait de se figer. Deux icônes, deux rythmes. Mais ce soir-là, en 2023, quand Vanessa dit que la vie est plus importante qu'un film, elle ne parle pas seulement du passé. Elle parle au présent. Elle parle à toutes celles et ceux qui, un jour, ont cru que dire oui était la seule preuve de courage. Elle rappelle que l'on peut dire non sans amertume, et que ce non n'est pas un renoncement, c'est un choix. Alors, que reste-t-il au terme de cette histoire? Il reste une vérité simple. La créativité n'est pas toujours un feu d'artifice. Parfois, c'est une discipline, une retenue, une fidélité à soi. Et dans un monde qui demande sans cesse des explications, il reste aussi quelque chose de rare, une parole qui n'accuse personne, qui ne cherche pas d'ennemis, qui ne demande pas de réparation. Et quand tout s'éteint, quand les hypothèses retombent, quand les « et si » se dissolvent, et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.